Je me présente, je suis Jean-François Pelletier, je suis père aidant, euh, euh, responsable du cours 6513, PST 6513, partenariat patient-médecin en psychiatrie. Et comme co-responsable, on a un psychiatre, professeur titulaire, le docteur Alain Lesage, que vous connaissez peut-être. Bonjour Alain. Oui, bonjour. Heureux de vous voir tous ici aujourd'hui pour ce cours également. Et c'est un cours qui revient aux 2 ans, les années impaires. Et puis aujourd'hui, ce qu'on vous propose, là, la première partie, de 9 heures à peut-être 10 heures et quart, quelque chose comme ça, c'est beaucoup moi qui vais parler. Je vais vous présenter le plan de cours en détail avec les modalités d'évaluation pour que vous puissiez bien savoir dans quoi vous vous engagez. Ensuite, je vais introduire graduellement la notion de partenariat patient en santé mentale, puis de manière à pouvoir ensuite avoir un invité un peu vedette. Sûrement que certaines personnes parmi vous ont entendu parler ou ont entendu parler de Luc Vigneault, qui est un père aidant, patient partenaire très engagé, qui va se joindre à nous à partir de 10h30 avec une présentation. On va commencer par une présentation PowerPoint, puis peut-être pendant 3 quarts d'heure, et ensuite la dernière partie de 11h15 à midi. Ça va être la partie vraiment interactive entre nous et avec Luc. Donc, pour commencer, c'est beaucoup moi qui va parler. On pourrait peut-être aussi se présenter très brièvement pour qu'ensuite on pourra se présenter plus en détail à Luc après qu'on ait pris connaissance un petit peu du matériel que je vous propose pour situer la philosophie, l'approche du cours que nous vous proposons. Et puis, vous allez voir aussi comment Luc va pouvoir bonifier cette compréhension. Et lorsqu'on se présentera de manière peut-être un petit peu plus détaillée, qu'est-ce que vous faites, à quel niveau d'études vous êtes rendu, pourquoi un cours comme celui-ci vous intéresse-t-il, et comment vous réagissez aux propos de Luc dans une perspective de partenariat patient. Donc, on prendra le temps de se présenter à ce moment-là de manière plus dynamique. Donc, remarquez, c'est un cours qui est offert aux étudiants de deuxième, troisième cycle de l'option sciences psychiatriques, donc à la maîtrise et au doctorat en sciences biomédicales, mais c'est aussi en synergie avec un cours de premier cycle qui a lieu les samedis, PST 1000. Et ça, c'est pour la formation de pères aidants à l'Université de Montréal, le micro-programme de premier cycle en mentorat pour pères aidants. Et quand ça revient comme ça à chaque 2 ans, et c'est la première fois qu'on fait ça cette année, les 2 cours sont en parallèle. Et on se trouve à couvrir les 3 cycles. Le premier cycle avec les pères aidants, le deuxième et troisième cycle avec vous aujourd'hui. Et puis, tout au long de la session, on va avancer un peu en parallèle en étant tenant un petit peu au courant de ce que l'autre groupe fait. On va le voir tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est des pères aidants? Mais essentiellement, ce sont des patients eux-mêmes, des personnes en rétablissement, qui vont favoriser le partenariat patient. Et puis, on leur a donné accès sur Studium du 6513 comme visiteurs. Ils vont avoir accès au contenu de 6513 et inversement. Vous serez inscrit et inscrite comme visiteur, visiteuse dans le cours PST 1000 sur Studium pour voir si ça vous intéresse. Puis évidemment, vous n'avez pas aucune obligation de faire les deux. Mais si ça vous intéresse, vous allez voir un petit peu comment la formation des pères aidants se déploie. Et puis, on va avancer comme ça en parallèle, les samedis et mardis, puis avec quelques zones d'interface entre les 2 groupes, puis peut-être en particulier à la fin, si on peut-être avec un petit party de Noël, par exemple. Donc, eux, ils sont au courant qu'il y a le cours qui se tient ici. Et puis maintenant, ben, vous êtes au courant que cet autre groupe-là il va pouvoir s'intéresser aussi à comment le partenariat patient se déploie à l'Université de Montréal en psychiatrie. Donc, c'est un cours qui a été développé. Il y a eu une réforme majeure de l'option sciences psychiatriques il y a quelques années. Et c'est là que sont apparus les cours psychiatrie et sciences humaines, toxicomanie. Enfin, vous avez
vous avez choisi ce cours-ci parce que vous avez vu aussi les autres cours à option qui ont été développés dans le cadre de cette refonte majeure qui a commencé là, en 2017. C'est un cours de 3 crédits, donc typiquement 45 heures de cours comme tel, ce à quoi s'ajoute 90 heures de travaux, de lecture, de préparation. Donc, on considère en général là, la charge de travail demandée par les étudiants. C'est un total de 135 heures pour un cours de 3 crédits. Et ça se tient les années impaires. Et cette année, ce sont les mardis avant-midi, comme en ce moment, c'est la rentrée. Bienvenue tout le monde. On va commencer bien tranquillement. On a convenu de faire tout ça en ligne. Hein? Ça avait déjà été prévu à l'époque qu'il y ait une partie en ligne pour ceux qui ne pouvaient pas se déplacer, mais je pense qu'on est devenu maintenant assez habile pour faire en sorte que ça soit vraiment le plus interactif possible et tout le monde sur la même base. Là, grâce à la pandémie, c'est vraiment devenu quelque chose de très commun que Zoom en particulier. Donc, on a convenu avec le docteur Lesage qu'on allait faire tout ça en ligne cet automne. Puis, ce qui ne vous empêche pas de vous réunir, peut-être que vous vous croisez à d'autres occasions et éventuellement, on pourrait imaginer des activités plus spéciales là, si on veut socialiser entre les deux groupes. Le contexte global, hein, d'où ça vient, ça, le besoin de ce cours-là? Bien, ce qu'on avait développé comme argumentaire, c'est qu'à l'heure du rétablissement, il faut savoir qu'au Québec, depuis 2005, officiellement, le rétablissement, c'est le principe directeur des plans d'action en santé mentale qui se sont succédés. Il y a eu le plan 2005-2010, ensuite 2010-2015, et on attend presque d'un jour à l'autre l'annonce du plan d'action 2021-2026, mais ils se reconduisent, ils sont de l'un à l'autre, mais avec cette particularité, le rétablissement était nommé comme principe directeur. Et ça, c'est partout dans le monde. C'est le principe directeur des transformations des systèmes et des politiques de santé mentale. Puis, en gros, on va le voir plus en détail, faites-vous-en pas, que le rétablissement, là, c'est vraiment une façon de le dire, c'est que ça reconnaît le pouvoir d'agir des usagers et de leurs proches. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Plein de choses, mais en particulier aussi, ce qu'on va voir, nous, dans notre cours, on va essayer de l'incarner nous-mêmes, reconnaître le pouvoir d'agir des patients partenaires d'enseignement. Donc, vous allez voir tout au long de la session, et à commencer par aujourd'hui, plusieurs patients partenaires, pères aidants, qui vont se relayer comme experts du rétablissement. Et ça, on garde toujours ça pour la deuxième partie de 10h30 à 11h15. Il va y avoir une présentation de ce type-là aussi avec des professionnels qui travaillent avec des patients partenaires. Et puis tout ça, ben, en gros, le rétablissement qui reconnaît le pouvoir d'agir aussi au plan individuel. Ça favorise l'autogestion, l'auto-prise en charge, à la différence d'un modèle plus conventionnel. Et le docteur Lesage, avec toute son antériorité, se souvient très bien des modèles institutionnels où, en fait, on favorisait, c'était une prise en charge par l'institution. Et puis, avec les vagues de désinstitutionnalisation, on souhaitait qu'il y ait une meilleure prise en charge. Bon, certains ont dit que c'était simplement les mettre dehors, là, les usagers. Là. On cherche encore comment vraiment favoriser l'auto-prise en charge et puis et la compréhension mutuelle entre les soignants et les soignés. Et puis, une autre retombée positive peut-être de la pandémie, à part le fait qu'on maîtrise mieux les technologies comme ça, comme en ce moment de communication à distance, pour essayer de faire en sorte qu'on se sente malgré tout faire partie d'un même groupe. Bien, peut-être une autre retombée positive, c'est certainement que la santé mentale est venue à l'avant-plan. On en parle plus que jamais. Je pense qu'il n'y a pas une journée où on ne parle pas des impacts de la COVID et par extension de l'isolement. Le rétablissement, là, c'est beaucoup une question de rétablir les liens avec son entourage. On va le voir dans la deuxième partie. Ce n'est pas une approche, c'est pas de rétablir comme avant la personne qui serait libérée et guérie de ses symptômes psychiatriques.
Le rétablissement n'est pas la guérison. C'est complémentaire, évidemment. Puis le rétablissement, c'est beaucoup le rétablissement de ses relations avec son identité personnelle, avec ses proches, avec son environnement immédiat, dont le voisinage. Ensuite, vous voyez, par extension, là, on élargit, on élargit. Donc, c'est le rétablissement des relations avec soi et avec autrui. Et puis, si on peut se greffer à l'actualité de la COVID, on entend beaucoup parler de pénurie de main-d'œuvre. On a beaucoup entendu parler du personnel de la santé qui était totalement débordé et lui-même anxieux, n'est-ce pas? Et puis, c'est devenu comme évident, on le savait, l'épidémiologie psychiatrique le savait déjà qu'il y a des problèmes de santé mentale chez les professionnels comme partout dans la société, mais on n'en parlait pas tellement. Maintenant, là, c'est vraiment beaucoup plus ouvert comme dialogue et chez les soignants aussi. Peut-être qu'Alain pourra en parler, confirmer ce propos. Là. Il y a aussi beaucoup de détresse émotionnelle. Puis, le partenariat patient-médecin, c'est vraiment pour avoir une approche, une compréhension mutuelle pour que les soignants et les soignés puissent se soutenir. Donc, ce qu'on propose dans ce cours-ci, ce sont des modalités de partenariat patient en différents contextes. Et puis, ce qu'il y a de commun avec le rétablissement, nous, ce qu'on s'est dit là, étant donné que nous sommes à l'heure du rétablissement, un cours comme celui-ci, pour nous, qui est le cours qui porte sur le partenariat patient, eh bien, c'est indissociable du rétablissement et nous définissons le rétablissement comme étant lui-même un partenariat. OK? Et puis, le partenariat va viser, vous avez probablement entendu parler du partenariat patient à la faculté de médecine, qui est une des 6 ou 7 priorités, valeurs fondamentales qu'on retrouve sur la définition de la mission de la faculté sur le site web de l'Université de Montréal. Le partenariat patient est là. Mais il y a comme un sous-entendu, c'est le partenariat de soins. Le patient partenaire de ses propres soins avec les professionnels qui l'entourent. Nous, ici, on élargit un petit peu. C'est partenariat centré sur le rétablissement de la personne, centré sur le projet de vie de la personne. Vous voyez? Et puis, une autre particularité éditoriale, si on peut dire, de notre cours, c'est qu'il va y avoir des expériences de terrain. On va vous demander d'aller visiter des établissements, des organismes communautaires, des associations. Vous pourrez proposer des endroits aussi où on peut observer et échanger avec des gens qui pratiquent une forme ou une autre de partenariat patient, c'est-à-dire où on peut voir qu'il y a des usagers qui sont actifs dans l'organisation et qui assument différents rôles. Donc ici, les expériences de terrain. On pourra vous proposer des endroits qui se sont déjà portés volontaires pour vous accueillir. Il y aura ce côté-là où vous allez pouvoir voir sur le terrain comment ça se déroule dans des établissements affiliés à l'Université de Montréal ou non. De manière plus spécifique, on souhaite, dans ce cours-ci, faire en sorte que les étudiants, à la fin, puissent connaître l'historique et les fondements théoriques concernant le rétablissement et la pleine citoyenneté en santé mentale, savoir repérer les compétences et manifestations de compétences issues du savoir expérientiel des patients, afin de pouvoir mobiliser ces compétences au profit d'une meilleure auto-prise en charge, notamment grâce à des outils d'autogestion. Ensuite, distinguer les spécificités de la pratique formelle et informelle du mentorat de rétablissement ou la paire aidance. On dit formel ou informel. L'entraide, là, ça existe depuis toujours, et incluant entre usagers. Puis, ce qui est un peu plus nouveau, c'est la paire aidance comme métier. C'est une fonction rémunérée dans les équipes. Ça, c'est relativement nouveau. Entre les deux, ça fait déjà une centaine d'années, peut-être que chez comme les alcooliques anonymes, où il y a des usagers qui favorisent l'entraide d'une manière tout à fait informelle, qui tiennent à conserver ce caractère informel. Et nous, ça se formalise un petit peu. On essaie de voir comment on peut conserver le caractère informel en formalisant un petit peu. Puis
vos suggestions seront bienvenues. On a besoin de vos réflexions pour s'assurer de conserver cet équilibre. Donc, comment ça se passe en milieu institutionnel plus formel, en particulier dans les équipes de suivi intensif dans le milieu ou d'intensité variable, les SIMCIV, sur lesquels nous reviendrons, parce que dans les plans d'action en santé mentale ministérielle, lorsqu'on parle de pairs aidants, c'est dans ces équipes-là, les équipes de suivi intensif dans le milieu ou de soutien d'intensité variable. Et puis, ensuite, bien, on en a des pairs aidants dans des associations, dans le milieu communautaire et un petit peu partout. Donc, comment ces différentes variables, variétés de pairs aidants peuvent se compléter? Ça va vous permettre d'avoir vous-même peut-être de pouvoir vous situer dans tout cet écosystème du partenariat patient à Montréal. Comment vous, de votre perspective, puis on va vous demander un petit peu de nous parler de comment vous voyez ça, là. Comment vous vous situez dans tout ça. On va essayer de voir aussi des enjeux particuliers à différentes surspécialités en psychiatrie. On va essayer de voir des jeunes aussi, pas nécessairement de pédopsychiatrie, mais des jeunes adultes qui sont invités comme conférenciers en psychiatrie légale avec le docteur Dumais. On a une présentation. On va voir la gérontopsychiatrie, c'est aussi une spécialité, surspécialité. Bon, comment le partenariat patient peut se décliner différemment selon ses surspécialités. Et puis aussi avec un intérêt pour la santé physique. Une perspective plus globale. Malheureusement, et on le déplore, la médecine occidentale, c'est très cloisonné. Les services de santé mentale spécialisés, pour y avoir accès, historiquement chez nous à Montréal, puis on va y revenir tout à l'heure, à l'hôpital Louis-H. Lafontaine, l'ancien Saint-Jean-de-Dieu, ben, c'était à l'autre bout de la ville. Et puis, pour se rendre là, c'est pas en passant entre le dépanneur et le nettoyeur en dessous de la pharmacie ou au-dessus, là. C'est vraiment complètement à part. Puis ensuite, ben, pour la santé physique, ben, ça, oui, tu peux avoir des cliniques au-dessus de la pharmacie, et ainsi de suite. C'est beaucoup plus intégré dans la cité. Puis ce qui pose problème, comme on va le voir, là, pour les patients eux-mêmes qui souvent combinent les deux. Les gens qui ont des troubles mentaux graves comme la schizophrénie ont beaucoup plus de problèmes de santé physique et meurent, en fait, des complications de maladies chroniques, les mêmes que le reste de la population, mais meurent beaucoup plus jeunes que le reste de la population. Et inversement, les gens qui ont des problèmes de santé physique chroniques ont beaucoup plus de troubles anxieux et de l'humeur que le reste de la population. Puis, chez les individus en question, mais ça n'a pas de sens là, pour eux que d'avoir deux systèmes différents. Donc, on va essayer vraiment d'avoir une compréhension plus globale là, des enjeux de santé, de la perspective des usagers. Puis, finalement, ça devrait tout ça là, nous permettre de reconnaître les bénéfices de la pratique de l'entraide et du partenariat patient pour les soignants, autant que pour les soignés. C'est important ici. Là, comment ça peut vous inspirer des façons peut-être différentes de voir votre cheminement comme étudiant, puis peut-être comment vous pensez pratiquer votre futur métier. C'est pour ça qu'en toute logique, un cours partenariat patient, on s'est dit que ça prendrait des patients comme partenaires d'enseignement. Et puis, on va en avoir plusieurs en cours de session et avec des premières parties préenregistrées de cours plus magistrales comme en ce moment, avec des experts pour couvrir différentes facettes du savoir expérientiel en enseignement, en recherche et en soins et services. Vous allez avoir des articles scientifiques sur le sujet et qu'on va approfondir un peu sous forme de Journal Club, que vous connaissez peut-être comme formule. Puis une fois qu'on a regardé ces articles, ensuite, on en discute ensemble. La partie interactive, là, on essaie de conserver peut-être un bon 45 minutes de 11h15 à midi. Et puis remarquez pourquoi 45 minutes, bien, ça représente environ 25% sur un cours de 3 heures et 25% d'interaction pour réfléchir sur la pratique. C'est la proportion minimale pour une activité de développement professionnel continu de 3 heures. Si on a ça,
d'activité de développement professionnel continu de 3 heures, il doit y avoir au moins 45 minutes d'interaction pour que ce soit reconnu par le Collège royal des médecins et chirurgiens, en l'occurrence, là, pour que même les médecins puissent avoir leur crédit de formation continue. D'où cet aspect interactif qui est très important, parfois en grand groupe, et avec le temps, on va diviser en sous-groupes également, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va rester avec un seul groupe. Et puis finalement, vous allez aller sur le terrain. Mais faites-vous-en pas, on a pris un petit peu les devants, on va pouvoir vous assister dans ces visites et trouver des endroits pour vous. L'évaluation. Vous voyez, étant donné le caractère interactif, là, la présence et la participation au cours représentent 20 de la note finale pour la session. Il y aura une présentation orale de 30 à la mi-session, c'est-à-dire la 7e ou la 8e semaine, et vous serez distribué en ordre alphabétique, okay, ou au hasard, pour pas que les gens comme un Louis, là, parce que c'est un quartier, passe toujours en premier. Moi, Pelletier, je suis toujours vers la fin. Bon, ça sera un essai, ça sera randomisé, si on peut dire. Et finalement, un travail de session portant sur une problématique liée à la pratique du partenariat patient en psychiatrie et en santé mentale en général. Et là, je vais regarder plus en détail chacune de ces modalités. Présence et participation au cours, 20 étant donné le caractère interactif. Hein, la participation et la présence est nécessaire. Par contre, on comprend que ce n'est pas tout le monde qui peut être là en tout temps. Et en cas d'absence, bien, il est possible de se rattraper en produisant un commentaire après avoir pris connaissance de la discussion afin d'y prendre part rétrospectivement. Par exemple, quelqu'un ne pouvait pas être là aujourd'hui, des obligations quelconques, et pourra réécouter les présentations, incluant la partie interactive que nous aurons tout à l'heure, vous voyez, vers la fin. Cette partie-là interactive entre nous est enregistrée, mais on ne conserve que l'audio. Ça devient un MP3 qui va être accessible sur Studium, donc on ne voit pas les noms. C'est seulement que l'audio, puis quelqu'un pourra réécouter l'audio, produire un court commentaire pour se greffer, pour faire comme s'il prenait part à la discussion, mais après coup. Pourra le faire sous forme un court vidéo comme celui commence avec Zoom ou l'équivalent peut-être d'une page. Donc, 3 à 5 minutes. Après avoir entendu ce que les gens se seront dit, dire, ben voici ce que moi j'ajoute, ce que j'aurais dit si j'avais pris part à la conversation. D'accord? Et puis, pour bien préparer les parties interactives, bien, il y aura des quiz de questions à choix multiples à répondre sur la matière préenregistrée. À la fin, à midi moins 1, vous allez me voir chaque fois rendre accessible sur Studium, vous rendre accessible le matériel, toute la partie asynchrone. Vous en prenez connaissance. Et il y a question, cette semaine, c'est 5 questions à choix multiples. Là. Et puis tout ce contenu-là représente environ 90 minutes préenregistrées. Et il y aura l'autre 90 minutes de 10h30 à midi. Et à partir de la semaine prochaine, bien, on pourra se brancher seulement que pour la partie interactive, puisque tout le matériel préenregistré, vous pouvez en prendre connaissance quand bon vous voulez, quand vous voulez, en cuisinant ou en... Bon, l'important, c'est de le faire avant la partie interactive pour être bien préparé. C'est pour ça qu'on le voit, on vous demande de répondre au quiz avant la partie, la discussion qui est à distance, mais tout le monde en même temps, donc en synchrone. D'accord? Présentation orale. Donc, on va vous proposer des endroits à visiter où vous pourrez aller sur le terrain pour ensuite nous revenir en classe. Et la présentation orale va être de 15 à 20 minutes où vous allez nous raconter quel organisme que vous avez visité. Hein, vous voyez les critères d'évaluation. Il faut bien décrire l'organisme où vous êtes, où vous allez repérer des patients partenaires, en particulier des pères aidants, puis vous allez essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils font au juste, là, comme
contribution à cette organisation, autre bien sûr que d'être un patient alité. Là. Un patient alité, on ne considère pas dans ce cours-ci que c'est un patient partenaire, là, bien que le patient partenaire, ça pourrait s'appliquer aussi, là, le partenariat de soins dont on parlait tout à l'heure. Mais ici, c'est de voir des patients qui assument des rôles dans une organisation. Puis, un autre critère, une réflexion personnelle sur la contribution concrète du patient partenaire autour de lui. Qu'est-ce que ça, vous pensez que ça change, ça? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ça a une influence sur l'organisation, la culture organisationnelle d'une équipe? Est-ce que les gens qui sont suivis par des équipes où il y a des pairs aidants, est-ce que, en principe, est-ce que ça change véritablement quelque chose? Vous pourrez nous pister un petit peu là-dessus. Puis, lors de l'exposé oral, il y aura une période de questions. Et il y aura donc quelques points aussi. C'est un critère comment vous allez pouvoir répondre aux questions lors de cet exposé. Et puis, l'exposé, il sera enregistré aussi. Ça devient un espèce de mini-documentaire de 15-20 minutes, mais ces exposés-là ne seront pas sur Studium, seront seulement que sur Studium, pas sur YouTube, à la différence de mes exposés à moi, par exemple, qui vont se présenter sous forme de lien YouTube là, que vous pouvez consulter en tout temps. Donc, ça ne doit pas sortir de Studium. Ça va vous permettre de voir, de vous situer les uns par rapport aux autres, d'accord? Et vous aurez le même accès aux présentations orales des étudiants de PST 1000, où là, ce sont des pairs aidants. Eux, leur présentation, c'est de prendre un livre écrit par un usager. Ils vont raconter comment eux, ça les a touchés, qu'est-ce qu'ils ont retenu du fait qu'un usager prenne la parole vraiment publique. Là, il signe un livre. Là. Puis si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir comment des futurs pères aidants se laissent influencer par la prise de parole publique sous forme de livres commis par des usagers ou pères aidants. Et finalement, le travail de session, un travail de 20 pages à double interligne, où là, c'est un petit peu... Ce qui est particulier ici, là, ce n'est pas seulement qu'un travail d'érudition. OK? On va aborder donc, vous allez nous suggérer une thématique, une problématique qui va être retenue pour le travail de session, qu'on aura défini ensemble. Là, vous nous le direz, je souhaiterais discuter sous tel ou tel angle, en tenant compte de votre profil, ce que vous faites là où vous êtes et ce que vous vous projetez de faire dans l'avenir. Puis vous devrez donc aborder une problématique sous un angle pratique, c'est-à-dire que les étudiants devront l'approcher comme un problème à solutionner de manière partenariale. Vous avez sûrement déjà entendu ça, hein, l'apprentissage par problème, l'APP. Eh bien, ici, c'est un petit peu ça aussi, c'est dans la même approche. Qu'est-ce que le partenariat patient permet de solutionner comme problématique? En quoi ça représente une plus-value par rapport à une approche plus conventionnelle, là, où il n'y aurait pas nécessairement de partenariat patient. Donc, cet aspect pratique est important. Et c'est pour ça qu'on vous demande là, de faire une analyse des possibilités d'implantation d'un modèle de partenariat. Puis selon vos profils à vous, il y en a qui sont des étudiants en médecine, puis vous nous le direz tout à l'heure, d'autres, ils viennent de la psychologie, d'autres, c'est des étudiants en sciences biomédicales. Donc, selon votre perspective, qu'est-ce qui pourrait être intéressant comme partenariat soit de soins, soit de recherche, d'enseignement ou même de gouvernance, puis à partir de votre propre positionnement ou projeté. Et cette analyse devra être faite dans la perspective où vous devez convaincre les décideurs du bien fondé de votre modèle et d'éventuellement y consacrer des investissements en ressources. D'accord? Puis faites-vous-en pas, on pourra répondre à vos questions, puis ça va être encore plus raffiné là, comme ce qui est demandé pour le travail de session. Donc, essentiellement, détailler le contexte professionnel en question, identifier des obstacles et points d'appui à l'implantation du modèle de partenariat choisi. Ça, ces obstacles ou points d'appui, ça peut être d'ordre culturel, organisationnel, réglementaire, au plan éthique. Au début, tout à l'heure, on parlait des plans d'action en santé mentale.
ça peut être souhaitable de connaître ces grandes orientations ministérielles pour essayer de convaincre des gens de consacrer des ressources. Puis développer une stratégie d'implantation du modèle choisi en identifiant clairement des acteurs clés permettant cette implantation. On fait comme si, à travers Dr Lesage et moi, là, ben c'est à un décideur que vous vous adressez. Puis, de manière à identifier des indicateurs permettant de monitorer l'implantation des retombées attendues et observables du modèle, puis réfléchir à des stratégies permettant la pérennisation du modèle. D'accord? Parce qu'on se dit, bon, c'est beau, là, c'est beau, le partenariat patient, comme c'est noble. Bon, personne n'est contre la vertu. Nous, ici, l'enjeu, c'est qu'est-ce que ça donne, là? OK? Puis si on veut mettre ça en pratique je veux convaincre mon directeur là, qui fait de rembaucher soit un père aidant ou un père assistant de recherche, si vous êtes chercheur. Quels seraient les arguments? Et puis, comment quelles sont les retombées positives attendues et comment on peut s'assurer que, effectivement, les retombées attendues bien, se matérialisent. Voilà, et pour la description du contexte, 10 % est attribué à ça. Le fait de reconnaître les obstacles et facilitant 20 %, la stratégie 30 %, l'indicateur 20 %, la stratégie d'implantation et ensuite de pérennisation 10 %, puis une présentation globalement, un autre 10 %, ça totalise 100 % ici, du 50 % pour le travail de session, qui sera à remettre le 17 décembre par courriel. D'accord? Vous me l'envoyez à mon adresse courriel U-Montréal, puis entre nous, vous êtes déjà habitués, là, tout se passe avec nos adresses prénom, nom, Université de Montréal. Et tout sera sur Studium ou presque. Et voilà, vous savez comment aller sur Studium puisque vous êtes avec nous aujourd'hui. Voilà, j'arrête le partage. Bon, voici, c'était la présentation du plan de cours. Vous avez peut-être des questions à ce moment-ci. Dr Lesage, peut-être un commentaire aussi. Peut-être partager avec vous que, vous savez, on dit qu'il y a une personne sur 5, peut-être une sur 4, qui au cours de sa vie va connaître un problème de santé mentale, des troubles anxieux, dépressifs, des problèmes avec les substances ou parfois des maladies mentales plus graves, plus rares aussi à ce moment-là. Mais ça veut dire que juste à l'intérieur des étudiants à l'université ou parmi les soignants aussi à ce moment-là, ils ne sont pas à l'abri et ça peut toucher tout le monde aussi à ce moment-là. Et surtout, tout le monde peut connaître quelqu'un. Vous connaissez probablement une des personnes, soit dans votre milieu étudiant, dans votre trajectoire de vie, dans vos familles, dans vos amis, qui ont actuellement ou qui ont déjà eu des problèmes de santé mentale, des troubles mentaux, surtout des troubles mentaux courants aussi à ce moment-là. Alors, tout ça pour dire que vous allez probablement reconnaître des histoires dans ce que vous allez entendre au cours des prochaines semaines dans le cours. Ça va peut-être vous mettre à l'éveil aussi à l'intérieur de votre milieu de travail. Peut-être que vous faites des études interventionnelles aussi en milieu de soins également. Donc, ça peut éveiller aussi des choses chez vous, des souvenirs ou encore des situations personnelles aussi à ce moment-là. Alors, c'est juste vous dire qu'il faut s'entraider aussi, puis ne pas hésiter si vous en sentez le besoin ou si vous pensez que quelqu'un autour de vous pourrait en avoir besoin aussi à ce moment-là, de l'aborder avec nous ou encore pour des ressources d'aide, d'accompagnement ou de traitement, simplement. Mais on ne garde pas ça pour soi, on ne s'auto-stigmatise pas soi-même ou autour de soi à ce moment-là.
Et ça va pouvoir donc être intéressant en écoutant aussi les différents témoignages aussi, encore là, de comment s'inscrivent dans notre société les personnes qui ont des troubles mentaux, la question de la maladie mentale aussi, mais aussi de comment on se rétablit des, et quelle est la trajectoire de rétablissement que les gens peuvent parcourir, mais c'est seulement possible ensemble dans notre société. Merci, docteur Lesage. Vous voyez la notion du ensemble. On va essayer de faire en sorte que dans ce groupe-ci, là, vous sentiez que vous faites partie de cette communauté étudiante, vous l'êtes déjà, mais particulièrement sensible au rétablissement comme partenariat, et puis en parallèle avec des futurs pères aidants. Ce qui me permet ici de faire le lien avec la deuxième partie. Alain a mentionné l'autostigmatisation. Donc, je vous propose, avant la pause, là, de simplement vous situer par rapport à ces grands enjeux-là. Je vais reprendre. Il y aurait peut-être des questions à ce moment-ci Oui. de la part des étudiants, de la part de notre communauté.